Aujourd'hui, suite à la demande d'un internaute dans ses commentaires, je vais faire un rapide tour d'horizon de l'agriculture russe. Pour ce qui est des chiffres, je ferai une autre vidéo plus recherchée parce que ça demande du travail de recherche pour pouvoir comparer avec la France. Mais je vais donner comme ça à peu près une idée. Donc, pour commencer, l'agriculture russe actuelle est forcément héritière de celle de l'Union soviétique. Bon, en Union soviétique, il y a eu plusieurs phases, et je ne vais pas revenir sur toutes les phases, mais bon, je vais juste faire un petit passage sur les années 90. Donc au moment de la privatisation, eh bien, il y a eu beaucoup de fermetures de kolkhozes et de sophroses, donc les fermes d'État ou les groupements d'agriculteurs, dû au passage à l'économie de marché. Et la non-compréhension de ce qu'était l'économie de marché par les locaux a fait que les structures se sont rapidement avérées non rentables dans l'économie de marché, alors qu'avant elles remplissaient un service. Donc elles ont fermé. Par exemple, pour prendre un exemple concret, le sovkhoz de Molepka, il a existé jusqu'en 96, je crois, mais les terres étant très pauvres ici pour faire de la céréale, et puis ils étaient quand même éloignés, il y avait une route qui était peu praticable. Donc, petit à petit, tout s'est dégradé. Plus le barrage a cédé, donc enfin bon, il y a eu plein de problèmes comme ça. Donc, ce sophrose a fermé, donc c'est pas le seul. Dans chaque village où on passe, même en venant d'ici sur les 50 km, il y a peut-être 5 fermes qui étaient assez grandes, par des coups de 5000 hectares, qui sont abandonnées, où les bâtiments sont détruits, ou démontés, ou en cours de démontage. Donc, actuellement, il y a des fermes qui se sont montées de façon privée, qui sont la majorité le fait de grands groupes qui ont à partir de 2000, 3000, 5000 hectares pour une grande partie. Après, il y a des très gros conglomérats qui ont des 5, 10 000, 20 000 hectares. Et puis, il y a par exemple Econiva, ça a été monté par un Allemand, Stéphane, qui a des centaines de milliers d'hectares, puisqu'il a des grandes surfaces en Sibérie et il rachète des grandes surfaces, il exploite en dessous de Moscou et à Voronezh, donc à Kaluga, Voronezh, et puis tout ce qu'il a du côté de Novosibirsk. Et à Moscou, il fournit 60% du marché du lait. Donc c'est pour vous donner du lait à Moscou. C'est pour vous donner la taille. Et puis on en trouve des produits Econiva un petit peu partout en Russie. Donc principalement, l'état des fermes, ce sont des grands groupes et des grandes surfaces. Il y a énormément encore de surfaces qui sont disponibles en fonction des régions. C'est-à-dire que plus on est au nord, euh, autour de Moscou, Tver, l'Oural, etc., ben, ce sont des terres qui sont peu exploitées, on va dire, où il y a encore beaucoup d'espace de fermes qui ont fermé et qui n'ont jamais été reprises. Donc il y a énormément de repousses d'arbres, donc ça a un budget assez important. C'est plus de 2000 € l'hectare pour remettre en culture. Donc c'est des terres qui sont encore disponibles. Dans le sud de la Russie, tout est pratiquement cultivé, à partir de Samara et de Voronezh, Lipietsk. Donc il y a peu de terres disponibles parce que le climat s'y prête. Donc là-bas, par contre, une concurrence un peu plus importante pour qui voudrait s'installer, car ces fermes existent depuis longtemps, elles n'ont pratiquement jamais arrêté de fonctionner, on va dire, du fait du climat. Et donc ils ont du matériel amorti, ils ont pu investir depuis 10-20 ans dans du nouveau matériel, donc c'est vraiment presque de l'agriculture comme en France, avec des fermiers qui sont genre par exemple sur 120 hectares et qui sont à côté prestataires de services pour faucher ou préparer les lits de semences et semer. Donc là-bas la concurrence est plutôt intense.
Et si on vient s'installer comme ça, si on trouve encore des terres disponibles, bon, vous allez être en concurrence avec déjà ceux qui sont autour qui vont dire bah ouais mais moi ces terres-là me prévoyais de me les prendre bientôt, donc ils peuvent faire ce qu'on appelle un raid, donc c'est une action on va dire économique, etc. qui fait qu'ils coulent votre ferme. Donc voilà, moi je suis pas très fan d'aller dans le sud pour cette raison. Plutôt dans le nord, là il y a encore des immenses espaces disponibles. Le climat est par contre bien sûr plus dur. Entre les grandes surfaces et la population, il y a des petites fermes qu'on appelle des LPRA. Lichni Pasobie Chesiadzwa. Ça veut dire que c'est une agriculture vivrière où vous cultivez pour vous, vous avez le droit d'avoir des animaux et vous pouvez vendre le surplus. Et il y a encore un statut qui s'appelle Kafecha, c'est la Christianski Fermiesko Chesiadzwa. C'est une ferme comme on peut avoir chez nous qui peut être de 400 hectares à plus de 1000, 2000. Les grosses structures sont en général sous forme O, donc SARL. Et ces deux structures, les grosses et les moyennes, sont soumises à tout un tas de réglementations. Ils doivent remplir, par exemple si c'est des bovins, ils doivent absolument tous les ans augmenter le cheptel, sinon ils ont des minus, ils peuvent avoir des amendes. Ils doivent bien sûr faire un suivi. Vous avez des dizaines de journaux, hein, le suivi du troupeau, le suivi des inséminations, et à chaque fois c'est ce qu'on appelle un journal, c'est un cahier où vous notez tout dedans. Plus à côté, il y a ce qu'on appelle Tzifurivisat, c'est donc le chiffrement informatique, la numérisation. Donc il faut reporter tous ces tableaux encore sur Internet. Voilà, donc il y a le contrôle vétérinaire. S'il y a des épidémies, bon, bah, ils viennent vous voir, ils peuvent vous prendre le bétail. C'est comme en France, en Europe. Là-dessus, sur les normes, c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de problèmes de maladies, de peste porcine, de grippe aviaire, de tuberculose, etc. pour les brucelloses, la rage. Bon, enfin bref. Les petites structures LPRA, elles, ne sont quasiment pas soumises à contrôle. Dernièrement, il a été mis en place le système qu'on appelle Mercury. C'est donc le système de suivi logistique pour le suivi de filière, pour savoir d'où vient le produit, à partir du champ jusqu'au produit final. C'était censé améliorer la qualité, mais ça remplit surtout les poches du mec qui a monté ça. Parce qu'il faut avoir une imprimante spéciale qui imprime des codes, des QR codes. Il faut avoir une personne qui soit occupée parce que chaque partie de ce que vous faites doit être rentrée pratiquement en temps réel dans l'ordinateur. Les contrôles, tout. Donc ça fait qu'il faut une personne à payer là-dessus. Donc, si vous rajoutez à ça le comptable ou les comptables, hein, des fois il faut deux comptables parce que sinon ils ne s'en sortent pas. Plus le fait que à chaque endroit vous devez remplir le journal de ci, de ça, ça fait encore une troisième personne parce que en tant que chef d'exploitation vous pouvez pas y arriver, c'est pas possible. Donc c'est assez lourd, ce qui fait que les entreprises agricoles sont très peu rentables en fait. Les très grosses reçoivent 80% des subventions parce qu'elles ont aussi des juristes qui savent formaliser tout ça. Donc ils savent comment aller chercher les sous et ils reçoivent beaucoup. S'ils n'avaient pas ça, ils ne fonctionneraient pas. Hein. C'est plusieurs centaines de milliards par an sur toute la Russie. Du coup, il y a encore un autre Znak, comme on dit, je ne sais plus comment on pourrait dire en français, mais une marque ou voilà, un label qui va rentrer en vigueur maintenant, qui va encore compliquer les choses. Donc ça devient très compliqué de faire de la petite agriculture. Ce qui fait que il y a beaucoup de petites structures qui vont arrêter. Il restera que les LPRA et à un moment peut-être qu'ils viendront contrôler les LPRA. Pour l'instant ils le font pas parce que si vous êtes une grand-mère, que vous avez 3 vaches ou vous avez 5-10 chèvres ou quoi que ce soit, ça vous permet de survivre quoi. Alors s'ils s'attaquent à ça,
ça va être la fin de l'agriculture en Russie, il ne restera plus que les grands groupes. Donc c'est vrai que c'est une contrainte. Donc pour contrebalancer ça, il y a quelques techniques que je pourrais développer dans d'autres vidéos, mais principalement, il faut actuellement se grouper en coopérative parce qu'il commence à y avoir des syndicats de fermiers pour râler un petit peu. Et il commence à y avoir donc des coopératives, et rejoindre une coopérative, ça permet par exemple de donner, si vous êtes une petite structure LPRA, donc petite ferme qui n'est pas soumise à contrôle, vous vendez votre production et c'est eux qui s'occupent de faire toute l'histoire au moment de l'emballage, du lait, etc., de supporter les charges de tous ces systèmes de contrôle. Il n'y a pas de chambre d'agriculture, puisqu'il n'y a pas de façon régionale d'association d'agriculteurs, étant donné qu'il n'y a quasiment pas d'agriculteurs en fait. Euh, des fermiers de 300 hectares là, ou de 100 hectares, ou ce qui équivaudrait à nos fermiers à nous de 80 hectares, il n'y en a quasiment pas. Donc ils ont pas. Il commence à y en avoir, c'est pour ça que c'est monté un syndicat qui est dirigé par Sirota, qui est quand même quelqu'un qui est assez bien vu. Et donc ça permet qu'il puisse soumettre des choses et râler un petit peu sans se faire trop embêter. Par contre, au moment du Covid, il était à fond vaccin. Il a licencié 20% de son personnel qui n'était pas vacciné et lui-même s'est vacciné. Il s'est séparé d'avec sa femme à cause de ça, quoi, avec 3 ou 4 ou 6 enfants. Parce que son beau-père, lui, est un ancien millionnaire, ou qui doit être encore très riche, qui a monté une structure où lui il dit qu'il faut couper carrément, il faut supprimer l'électricité, et il monte une ferme petit à petit avec des maisons. On peut venir habiter dans un village où il n'y a pas d'électricité. Ils font tout sans électricité, enfin entre guillemets, parce qu'ils ont quand même un peu d'électricité, mais bon, il dit qu'il faut revenir à ça, que il s'est lancé dans la religion orthodoxe à fond, enfin c'est bon. Et donc forcément le vaccin pour lui c'est le diable. Donc sa fille enfin ses enfants sont à fond dans ce système-là aussi, et donc malheureusement Pelagi, voilà, ils se sont séparés. Donc voilà, j'ai un peu du mal avec ce personnage-là aussi, moi personnellement, parce qu'il a imposé quoi, quelque chose qui n'était pas imposable. Voilà. Il y a une place pour les niches. Tout ce qui n'est pas habituel, voilà, ça peut se développer. Euh, Par exemple, ici on a un élevage d'autruches près de Perm. Il y a une ferme où il y a plein d'animaux bizarres. Il y a bisons, des cochons mangalitsa, des canards, des coureurs indiens, plein de sortes de canards différents, des autruches, des émeus. Ça c'est un peu un côté écotourisme, mais toutes les niches sont bonnes à prendre. C'est là où il faut se placer actuellement. Pour les revenus, c'est difficilement chiffrable et comparable avec la France parce que les structures n'ont rien à voir. Il faut comparer ce qui est comparable. Et dans le cas qui nous occupe, comparer une ferme de 1000 ou 4000 hectares avec la ferme moyenne française de 75 hectares, puisque enfin, maintenant les chiffres, ça doit être la ferme moyenne en France, ça doit être 80-90 hectares. Ça n'a pas dû beaucoup évoluer depuis que je suis parti. À l'époque, c'était la surface moyenne, 75 hectares. C'est difficilement comparable parce qu'il va y avoir 2000, 3000 vaches, ce qui en France fait hérisser les cheveux sur la tête de tout le monde. Mais ici, c'est un peu la moyenne, quoi. En dessous de 300 ou 500 vaches, les personnes qui se lancent dans l'agriculture de façon sérieuse. Donc, il faudrait que je fasse une recherche pour pouvoir comparer les chiffres. Il faudrait que j'ai les chiffres, et il n'y a pas non plus de CER, de centre d'économie de gestion, les centres de gestion, oui, les CER. C'est difficile d'avoir, il faut aller voir les statistiques, mais les statistiques recouvrent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Les fermes sont peu autonomes. Les agriculteurs achètent tout, il n'y a pas de paille. Le foin, il n'y en a pas, donc il faut faire soi-même, et ce qui est fait ici, c'est de très mauvaise qualité, donc vous achetez du foin, c'est difficile. Là, on vient de s'appeler avec quelqu'un qui me
propose de rentrer dans un groupe de travail pour pouvoir normer, pour pouvoir trouver du foin de qualité, expliquer aux gens comment il faut le produire de A à Z et de pouvoir le labelliser. Donc il y a tout à faire là-dessus. Donc c'est une niche, par exemple. L'aliment, c'est du granulé qu'on achète, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, hein. Entre ce qui est marqué sur les étiquettes et ce qu'il y a dedans, il y a un gros gap énorme, souvent quand on fait les analyses. Donc c'est pour ça que le prix du lait au final est presque aussi cher, plus cher qu'en France. Le lait, oui, d'ailleurs sûrement plus cher que le lait français au prix de revient. On est pour les très grosses structures autour de 23 roubles, donc 23 centimes d'euros, à peu près, environ, actuellement. C'est le prix de revient dans les très grosses structures qui sont plus ou moins rentables, enfin plus ou moins efficaces. Je ne vais pas dire rentables, efficaces. Après, on monte très vite à 30 roubles, ici 35, 40 roubles, quoi, le litre. Le lait fermier vendu 50 roubles. Donc je ne sais pas trop combien il leur coûte, parce que les petits fermiers qui ont 3, 4, 5 vaches, c'est difficile de calculer leurs frais et leurs charges de structure et tout le reste. Donc on va dire que leur prix de revient doit être au moins à 45 roubles et ils gagnent 5 roubles. Donc beaucoup vendent à 80 roubles, 90 roubles. J'ai vu déjà à 120 roubles sur les marchés en disant c'est naturel donc c'est plus cher. Il y a des grosses sociétés qui font des culbutes comme ça aussi, qui vendent 120 roubles le litre ultra pasteurisé de lait, et je pense qu'ils gagnent bien leur vie parce que eux ça doit leur coûter quasiment rien, autour de 25 roubles, 23 roubles le litre. Donc ça c'est pour les... moi ma partie c'est surtout laitier, et donc c'est là-dessus que je travaille. La paille va coûter par exemple, donc c'est pas de la bonne paille, mais il n'y a que ça, donc c'est environ 2000 roubles la tonne. La très très bonne paille pourrait coûter 6000 roubles, mais est-ce que quelqu'un l'achèterait? Ça c'est une autre question, il faudrait l'exporter aux Émirats ou un truc comme ça. Très peu de luzerne séchée, c'est souvent importé, où il y a 3 usines techniquement, ou 4 en Russie qui commencent à faire de la grande surface, qui achètent, qui sont groupés en groupement industriel pour acheter la luzerne, parce il faut aussi savoir la récolter au bon moment et puis en faire du granulé. Donc c'est aussi une niche à prendre. Le matériel, maintenant ça devient compliqué puisqu'il n'y a plus que du matériel chinois quasiment. Il y a moyen a priori d'avoir des trucs par le Kazakhstan, des tracteurs de chez nous, quoi, Massey Ferguson pour ne pas le citer, ou Valtra. Donc il y a moyen de tricher comme ça, mais après il faut quand même le faire venir du Kazakhstan à l'endroit où vous êtes. Donc nous on est quand même à 1500-2000 km du Kazakhstan, je crois. Bon, parce que c'est quand même du matériel qui est meilleur. Après, le reste a pris 30 ou 40% avec les différentes sanctions. Le matériel biélorusse qui recommande d'avoir un mécanicien, technicien, réparateur en même temps, parce que c'est du matériel qui tombe régulièrement en panne, même si il est plus adapté à ici que du matériel sophistiqué, il faut quand même aimer bricoler. Une RC-Tri par exemple, ça venait de Pologne, ça coûtait 495 000 roubles, donc un demi-million de roubles. C'est quand même des sommes, vous enlevez 2 zéros, ça fait quand même des bonnes sommes, quoi. Un tracteur donc actuellement est entre 1800 et 2800 roubles pour un 90 chevaux. Dès qu'on monte sur du 130, on va arriver à 5 millions. Et voilà, il y a des tracteurs à 10 millions dès qu'on est dans les 200 chevaux, 230 chevaux. Après le matériel, c'est à peu près comme chez nous. Il y a des boîtes françaises qui vendaient comme Kivogne, qui vendaient, mais qui étaient très chères. Il y avait à peu près tout le monde là. C'était dans des prix à l'amortissement. Enfin, c'est vraiment très très cher. Pour monter une ferme, par exemple laitière, je vais prendre les chiffres que je donne à mes clients. Pour monter une ferme laitière sur, on va dire 300 hectares, parce qu'il faut ça, avec 90 bêtes,
de zéro, hein, il faut faire tous les bâtiments. Un hangar va coûter 4 millions par exemple. Un hangar bâché, si vous faites un hangar en dur, bon bah là on passe à 12. Euh, Après il faut tout le reste, tout le matériel, la laiterie, la fromagerie, tout ça. Bon bah si vous faites un projet comme ça avec 1000 litres travaillés par jour, et en montant à 2000 litres sur 4 ans, ça va coûter 200, il va falloir 250 millions de roubles. Donc 250 000 euros. Sachant que il n'y a pas les terres là-dedans, que si vous les louez ou si vous les achetez, bah, ça va rajouter, ça va changer les prix. Il vaut mieux louer à 49 ans, ça va pas vous coûter trop cher. Mais il va y avoir des frais de remise en état à rajouter de 2000 euros par hectare s'il y a beaucoup des prises dessus et que la forêt est repoussée. Euh, donc, pour les fermiers russes, voilà ce que je peux dire. Le personnel, c'est assez dur de trouver du personnel bien formé qui va être responsable et respectueux du matériel. Moi, je vois les matériels. Je sais pas comment ils font pour. J'ai fait une vidéo sur le tracteur qui a 2 ans de là où j'ai été donné des conseils il y a peu de temps. Mais comment ils ont fait pour plier les portes, quoi, comme ça, alors que c'est quand même déjà du matériel qui est censé être résistant parce que c'est biélorusse, et ils arrivent à le bousiller, quoi, mais à une vitesse grand V. Le pont est déjà foutu, il faut changer, il y en a pour 200 000 roubles, donc 2000 euros. Donc bon, c'est difficile de trouver du personnel. Moi, ce que je recommande, c'est de travailler comme en France, de monter des fermes familiales pour lesquelles il peut y avoir des aides. C'est-à-dire qu'actuellement, pour démarrer, vous pouvez avoir 3 millions, enfin en tant que russe, ou si votre femme est russe par exemple, vous pouvez avoir AgroStartup qui est de 3 millions, qui était de 6 mais qui est 3 maintenant. Si vous avez une ferme bovine, vous pouvez avoir une aide de 15 millions. Et si vous êtes une ferme bovine et que vous êtes une ferme familiale, donc un membre de la famille travaille, la femme, le frère, la tante, je ne sais pas, sur la ferme, bon, ça peut aller jusqu'à 25 millions en bovin, lait. Bovin, lait, oui, et peut-être bovin viande aussi. J'ai pas traité le sujet, donc je peux pas trop en parler. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. Pour le défrichage, ça va être 5000 roubles, 5000 roubles par hectare de rembourser. Il paraît qu'il y a des aides pour le diesel. Bon, je les ai pas vues. Donc le souci, c'est quand vous avez des grandes comme ça, des aides à l'installation ou des choses comme ça, souvent il faut rembourser. Il y a certaines aides qui ne sont pas remboursables, mais c'est rare. Et surtout, vous êtes soumis au contrôle. Donc on va venir vous contrôler régulièrement. L'argent, vous ne pouvez pas le mettre où vous voulez. Ça doit être défini dès le départ ce que vous devez acheter. Vous devez acheter ce que vous avez mis dans la liste des grants. Et donc, bon, ça met des contraintes. Donc le mieux, c'est de s'installer en LPRA, parce qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de sous. Il faut tester le marché. Vous ouvrez une LPRA, une petite ferme vivrière. Vous commencez tranquillement comme ça. Vous groupez à 5 où vous trouvez déjà une coopérative qui existe et vous mettez dans la coopérative. Du coup, vous pouvez sanctuariser par exemple les biens, les bâtiments, la terre, etc. C'est-à-dire si vous faisiez faillite ou si on venait vous embêter et qu'on vous dise bah faut fermer, on ne pourrait pas vous prendre le matériel, ni les terres, ni etc. Donc vous pourriez relancer quelque chose à côté. Voilà, ça appartient à la coopérative et en fait la coopérative est super protégée. La coopérative a le droit à un remboursement de 50% à hauteur de 10 millions par an. C'est-à-dire que si elle dépense 10 millions pour acheter du matériel, 50% lui est rendu. Donc c'est une bonne chose. Et il y a encore tout un tas de petites astuces derrière. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Pour parler de mon projet, eh bien, moi, il est en plusieurs phases. C'est-à-dire que
Moi, si là tout seul, je peux pas faire grand chose, donc je vais prendre quelques chèvres et je vais bricoler comme ça dans mon coin en LPRA, en faisant un peu d'accueil à la maison, enfin d'accueil à la ferme, etc. Donc ça sera chez moi, et puis voilà, en essayant de gratter par-ci par-là des aides s'il y en a, et puis essayer de trouver une ou deux personnes avec qui s'agréger. À partir de là, à partir du moment où il y a des bras, eh bien on peut plus se répartir le travail, donc on peut rajouter du maraîchage, faire tourner la fromagerie, commencer à faire notre foin, acheter un tracteur et de quoi faner, et aller déjà louer des terres agricoles. Donc monter un petit business plan et démarrer comme ça à plusieurs avec 3 millions chacun pour agro startup, ce qui est quand même assez correct, sachant qu'il faut, à chaque fois qu'on vous prête une somme comme ça ou qu'on vous la donne, il faut bloquer sur un compte 10% de la somme. Donc 3 millions, il faut mettre 300 000 roubles sur un compte. Voilà, pour pouvoir accéder à ces aides. Si c'est 10 millions, bah faut 10% de la somme sur un compte. Donc 1 million. 1 million de roubles. 10 000 euros. Euh, et donc les phases suivantes, c'est d'agréger des modules. Des modules. Transformation fromagère, transformation laitière, euh, maraîchage, transformation culinaire, voilà, des saucissons, la viande, etc. Et puis rajouter des niches, pourquoi pas rajouter de l'apithérapie, etc., etc. Moi, je voudrais bien pouvoir prendre des grandes surfaces avec quelqu'un et faire de la semence, parce que c'est une niche, les semences sont importées, donc il y a très peu de semences sur le marché et c'est très cher, et pour faire des couverts végétaux comme je veux faire, il faut des semences de légumineuses qui sont principalement importées ou introuvables, enfin à des prix corrects et dans les volumes que vous en avez besoin. Donc il faut faire sa semence et en vendre. Là ça devient très rentable. Euh, pour le lait, bon, ça va être rentable. C'est presque des fois pas intéressant de faire du fromage parce que ça vous fait plus de travail, plus d'investissement, et au final, ça va pas être rentable tout de suite parce qu'il faut trouver le marché, il faut vous faire connaître. Le gros problème va être la commercialisation. Voilà. Parce qu'il manque de produits sur le marché, mais il n'y a pas de système de distribution déjà prêt, clé en main comme on a en Europe. Et avec les distances qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'en général, vous faites 200 km pour aller vendre vos produits, et des fois, donc 200 km aller, 200 km retour, c'est normal en Russie, tout le monde fait ça, toutes les fermes quasiment font ça. Il y a des fermes près des villes, mais malgré tout, par exemple, Perm étendu à 70 km de longueur, même si vous êtes à 30 km, donc vous allez à un autre point, vous faites 100 km, allez 100 km retour, dans la journée, voire en général 300 km pour livrer vos produits. C'est obligatoire, même si vous êtes près de la ville. Moi, je suis plus loin, alors ça ferait 180 km, donc 300 km, mais au final, on fait un aller-retour, on fera pas plus de kilomètres, pas vraiment plus de kilomètres que quelqu'un qui serait à 30 km de Perm. Donc, au final, les distances, il faut les prendre en compte. Donc la consommation de carburant, qui actuellement le carburant prend des claques pas possible. Il augmente de 5-10% assez régulièrement. Les statuts, donc j'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose comme statut. Euh, la SARL, l'entreprise individuelle qui remplace la ferme en fait, la CAFERA, maintenant c'est IP, et puis la LPRA. Voilà. Donc vous avez des sociétés par action. Vous pouvez, il y a les OAO où il y a moyen de faire des tas de systèmes. Il y a un très gros, il faut être très gros, mais il y a moyen, si vous êtes 70 personnes, de mettre une coopérative de production, qui est encore un autre statut. Mais là, il faut que, il faut 20% de gens maximum qui ne sont pas travailleurs dans la coopérative. Le reste, les 80% doivent être des travailleurs dans la coopérative de production qui vont détenir des parts. La Russie étant pourquoi j'en parle,
parce que la Russie est pratiquement le premier pays qui a mis en place les coopératives dans le monde. Ça s'appelait les artiels et qui a existé même très récemment. Des fois, les gens utilisent le mot artiel, même si le statut n'existe plus vraiment, comme ça existait au temps des tsars. Ça a été mis en place en 1880 avec la fin du servage. Et ça a explosé. Ça pouvait être industriel, semi-industriel, agricole. Les coopératives en Russie, c'est un truc quelque part qui est un peu dans le dans, 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 dans l'imaginaire et dans l'économie générale qui a perduré au temps soviétique, mais qui existe encore dans l'inconscient collectif, même si c'est difficile de trouver des gens pour se mettre en groupe. C'est quand même un truc qui est un peu à la mode en ce moment. Sachant que du temps de la Grande Guerre patriotique, la moitié de la production, voire même plus de la moitié de la production, c'était la production, on va dire, entre guillemets, privée, enfin coopérative, c'est-à-dire c'était des artisans qui s'étaient mis ensemble sous forme de coopérative et qui produisaient plus que ce qu'était usine, grand complexe d'État. Je crois que c'était 53% de la production. Donc quand on dit qu'à l'époque stalinienne, machin, enfin il n'y avait pas d'entreprise individuelle, c'est faux quoi. En fait, ces gens-là, ils étaient à leur compte, c'était du privé quoi. Donc et ça a été aboli par Khrouchtchev, qui a forcé la collectivisation vraiment encore plus poussée. Et ça a découragé les gens et c'est pour ça qu'il y a eu une chute de l'agriculture, du niveau agricole en Russie, en Russie soviétique, et qu'on a vu finir dans les années 90 quoi. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'agriculture aujourd'hui. Voilà, moi le projet, comme je redis, c'est en plusieurs phases, en fonction des possibilités. Ça peut aller de 4-5 hectares avec des chèvres, avec une vingtaine de chèvres, jusqu'à pourquoi pas reprendre 1000-1500 hectares petit à petit du kolkhoz, des terres du kolkhoz, pour faire du bovin lait, du bovin viande et d'autres choses, et des cultures, et des semences, de façon à arriver, oui, à une certaine autonomie. Mais ça se fait à plusieurs. Donc, moi, j'ai pas trop les moyens financiers, puisque je suis venu avec peu de moyens et c'est toujours difficile de se faire payer correctement en Russie. J'ai pas été formé au marketing, au truc économique où les mecs ils ont les dents qui règlent les dents, donc j'ai un peu du mal avec ça et du coup ça se ressent dans ma façon de gérer les contrats et ça me dessert. Donc effectivement il faut être un groupe de personnes où il y a quelqu'un qui serait bon là-dedans. Puis là on pourrait faire plus de choses quoi, avec 2-3 personnes en production et puis 1 ou 2 personnes à faire la réclame, à faire des vidéos et à gérer le côté contrat. Il y a moyen et vente, alors sous forme coopérative, AMAP. Il y a 2 sanatoriums dans le coin qu'on pourrait aller démarcher et je pense que ça les intéresserait. Et puis après, une paire de marchés, voilà, il faudrait quelqu'un qui s'occupe principalement de ça, de la commercialisation sous toutes ses formes, et aussi bien physiquement, de commercialiser physiquement que de s'occuper de la réclame. Donc ça fait un groupe de au moins 5 personnes pour bien tourner. Et d'après les chiffres que j'ai calculés, ça pourrait fonctionner correctement. On pourrait rapidement arriver à 50 millions de chiffre d'affaires et jusqu'à 120 millions après de chiffre d'affaires en rythme de croisière. Donc voilà, les bénéfices, je les calcule pas parce que tout le monde essaye de ne pas avoir de bénéfices pour pas te payer d'impôts en Russie. Donc, enfin, je veux dire, on n'en parle pas, c'est pas un truc. Le but du jeu, c'est de pas avoir de bénéfices. Donc, pour pas payer d'impôts, c'est le grand jeu national. Donc après, je pourrais faire des calculs de BE, d'excédent brut d'exploitation, mais bon, c'est un travail que je ferai plus tard.
Voilà, écoutez, c'était une vidéo qui était très longue, c'est la plus longue que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais il fallait que je fasse puisqu'on m'a demandé et je ne peux pas faire une vidéo de 5 minutes sur ce sujet, sinon je parle de rien quoi en fait. Donc j'ai essayé de rentrer plus dans les détails. Je referai peut-être un jour un de ces quatre là, des calculs, mais là je vais être assez occupé. Et puis je donnerai des chiffres beaucoup plus précis. Alors bonne journée et à bientôt.